Bonjour à tous, bonjour Claire. Et bonjour Coralie, bonjour à tous. Eh Bienvenue. bien, on se retrouve comme convenu pour Voilà. parler de comment écouter ses besoins. Mhm. C'est un thème qu'on a choisi toutes les deux et qui répond en fait à pas mal de questions que l'on entend, que l'on reçoit. Notamment, il y a aussi derrière ça, je ne sais pas ce qui est bon pour moi ou je ne sais pas ce que je veux, je ne connais pas mes vrais besoins. Et donc aujourd'hui, on vous propose de parler ensemble, de voir ce que sont nos vrais besoins, parce qu'il y a peut-être des faux besoins, donc de voir ce que c'est, et puis de voir où ça nous emmène, comment est-ce qu'on peut les identifier, les écouter, les suivre, y être fidèle, de quoi on dispose à l'intérieur de nous pour se laisser guider et voir un petit peu comment ça se passe dans la manifestation, dans l'expérience. Est-ce que le programme te convient, Sélénia? Et puis si vous êtes en direct, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous signaler votre présence et d'où vous nous écoutez. Voilà, avec plaisir. Non, c'était parfait comme présentation, effectivement. Et je trouve intéressant parce qu'on a toujours l'opportunité de dire des choses auxquelles on ne pense pas. On réfléchit un petit peu, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je réfléchis un petit peu à ce qu'on pourrait présenter, mais on se rend compte qu'au fil de la discussion, on est amené à dire des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Donc c'est pour ça que j'affectionne bien les lives, c'est qu'il n'y a pas de enfin, il y a une préparation de base, mais toute simple, mais des opportunités d'exprimer des choses auxquelles on ne pensait pas avant de se Ouais, lancer. c'est ça. Et on verra que c'est une façon d'écouter son cœur, quoi, quand on est dans le présent et que on est vraiment dans le sujet, dans ce qui se passe, dans ce qu'on ressent, on a les informations qui viennent à nous de manière spontanée, de manière naturelle. C'est ça, inspiration en fait. Mhm. Je vois qu'il y a Adnil qui est parmi nous, de Marseille, Juliette. Oui. Bonjour Adnil. Bonjour Juliette, il y a Nathalie aussi qui est là parmi nous, Ah, de je vois Toulouse. bon. Ah, tu la vois? Ah, c'est parce que ça dépend des chaînes, je pense. Ça doit être... Ça arrive. Ah oui, si, ça y est, Nathalie Pérez, ouais. Ça Hum. s'affiche, il y a toujours un petit temps. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat pour qu'on puisse les voir au fur et à mesure. Et écoute, voilà, hein, on est parti. Mais voilà, c'est parti. Est-ce que toi, tu peux dire ce que tu entends par vrai besoin? Et puis donc, qu'est-ce que pourraient être les faux besoins? Ça te parle comment ça? Moi, j'aurais tendance à distinguer entre besoin et désir parce que parfois on a tendance à les confondre les deux. On croit qu'on a besoin de quelque chose alors en fait que c'est un désir. Et moi, je suis une pragmatique, donc j'ai tendance à ramener tout à l'instant présent, c'est-à-dire au corps physique. Et ça commence par les besoins du corps, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, est-ce que j'ai mangé suffisamment? Est-ce que j'ai bu suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment reposée? Est-ce que je suis confortable? Parce que si le corps est bien, ben, la tête va être Bien. mieux, en tout cas, enfin bien elle-même. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important de se soucier déjà des besoins du corps avant d'aller plus loin. Et alors, par rapport aux besoins du corps, comment tu fais la différence avec une pulsion? Par exemple, tu disais, est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que je suis bien? Si tu as une pulsion, un désir pour la tablette de chocolat tout entière, comment tu fais la distinction et comment tu peux maîtriser ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus besoin d'une compensation ou que la pulsion peut s'apaiser? Ouais, c'est l'attention en fait. Parce que bah, la nourriture, ça, on sait qu'on en a besoin, même si on peut se passer de manger pendant plusieurs jours. Ça m'arrive de faire des jeûnes aussi. La tablette de chocolat, en général, tu l'entames après avoir mangé. Donc, tu peux avoir envie de te faire plaisir, c'est pas forcément un besoin. Donc là, il y aurait une envie, mais pourquoi pas en même temps céder. Donc, à partir du moment, mais je pense que c'est comme tout, quand ça devient excessif, c'est que c'est plus un besoin, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Oui. Mais voilà, à partir du moment où ton corps, tu te sens bien dedans, quand on a faim, on sait plus que c'est vraiment que la vraie faim, parce qu'en général, on mange suffisamment régulièrement ici dans nos contrées, mais en général, voilà, par rapport à cette idée de faim,
On le sent quand on est à satiété, normalement. Ou alors, si on le sent pas, c'est qu'il faut peut-être faire l'effort d'écouter le corps, Mmh. parce qu'on a peut-être oublié cette capacité d'écoute du corps. Ouais. Et ça Et passe par des perceptions. est-ce que tu as eu une époque, moi je sais quand j'avais 25-30 ans, j'avais vraiment des pulsions pour le sucre. C'est-à-dire que si j'ouvrais un paquet de gâteaux, je pouvais le manger en entier. Et aujourd'hui, c'est certain que c'est différent. Mais si tu veux, c'était plus de l'ordre du désir. Et lorsque j'écoutais mon corps qui me disait, bah non, t'en as pas forcément besoin, ou là c'est assez, ça faisait remonter des émotions, de la culpabilité par exemple. Et ça me mettait encore plus mal, même après avoir compensé avec du sucre, quoi. Compenser un autre besoin. Mais Mmh. ça, à l'époque, j'avais pas le mode d'emploi. Je savais pas du tout comment je fonctionnais. Toi, tu as connu une époque comme ça ou pas du tout? Tu as Oui, toujours été je fidèle? suis une ex-obèse, donc oui, j'ai connu ça. Ah Mais bon? le plus étrange, c'est que j'ai pas eu le plus de poids quand je mangeais le plus. C'est même parce que ma maman m'a fait faire des régimes pendant toute mon enfance, ce qui fait que les régimes et moi, on a divorcé il y a très longtemps. Euh, je pense que les problèmes d'alimentation sont très en relation avec la mère, la relation au monde physique aussi et à la vie émotionnelle. Et en général, quand on fait de la boulimie, par exemple, bah, ça a besoin de combler un vide intérieur. Mais Mmh. ça, effectivement, tu ne le sais pas avant de le vivre. Quelque part, on est presque obligé de traverser ça pour se rendre compte qu'il y a quelque Ouais. chose qui ne va pas. C'est un Ouais. moyen de cette souffrance apportée par la boulimie ou une dépendance, quelle qu'elle soit, par rapport à l'alimentation ou l'alcool ou autre. Et le mal-être que ça engendre est un déclencheur finalement de conscience. Ouais, c'est ça. Et C'est-à-dire, d'aller justement écouter ses vrais besoins alors du coup. Comment tu as fait toi concrètement? comment j'ai fait pour écouter mes vrais besoins? Bah, je pense que très, très jeune, j'ai toujours été très curieuse. Donc, je me suis plongée dans les bouquins, dans les livres, dans la lecture. Dans un premier temps, ça ne m'empêchait pas de prendre du poids et de manger parfois un petit peu excessivement, mais encore une fois, il y avait un petit dérèglement thyroïdien, donc il y avait aussi cet aspect-là qui entrait en ligne de compte. Je pense que c'est en développant une sorte de philosophie de vie Mmh. que ça permet de tempérer un petit peu les choses par D'accord. rapport à la relation avec la nourriture et puis surtout de faire de l'exercice physique, mais dans la mesure où tu aimes aller te balader en forêt, tu aimes aller marcher, des petites choses comme ça aide bien aussi. Est-ce que tu as été accompagnée? Tu as fait des thérapies ou pas du tout? Non, à l'époque, ça se faisait pas, tu sais, moi je suis de 63, donc c'était pas courant à l'époque. Maintenant, ça l'est, mais à l'époque, c'était pas le cas. Je suis même pas sûre que ça m'aurait tellement plu, parce que Ouais, finalement, c'est quelque chose qui s'est résolu par la réflexologie à l'époque. tiens. Voilà, parce qu'il y avait ce dérèglement thyroïdien dont les massages de la zone réflexe de la thyroïde a permis de perdre du poids assez rapidement. En 6 mois, j'ai perdu une trentaine de kilos. Ouais. Ouais, c'était assez radical. Oui, donc il y avait un dysfonctionnement, au départ, ouais. C'est ça. Alors que moi, il y avait pas de dysfonctionnement, c'était juste, grossir pour, me protéger en fait et puis pour compenser ce vide, cette hyper, émotivité. Et en fait, j'ai consulté, mais pas pour ça, parce que j'avais besoin justement de connaître mes vrais besoins par rapport à mon activité professionnelle. Et en allant consulter pour ça, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à gérer mes émotions, à savoir ce que je voulais, à le faire, à faire Mmh. des choix. Et du coup, effectivement, pour avoir essayé tous les régimes de la terre, le jour où j'ai arrêté les régimes, j'ai commencé à perdre du poids. C'est ça. Et ça c'est rentré dans l'ordre tout seul. Mais parce qu'en fait, par rapport à cette histoire de poids, en plus, la société est pas cool, hein, parce que ça faut être fit, faut être mince, faut aller faire du sport et cetera. Donc il y a une espèce de dictature du poids idéal Ouais, qui est, à mon sens, complètement, mensonger, parce qu'il y a des gens qui pourront jamais être vraiment minces. Il y a des ouais, gens, leur corpulence naturelle, c'est d'être un petit peu fort. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à être bien dans son corps et de le mmh, ressentir depuis l'intérieur. Quel est mon poids idéal? C'est pas ce qu'il y a sur la balance, c'est comment moi je me sens. ouais, Et quand on a besoin de compenser par la nourriture, comme tu disais avant, on peut soit chercher à se protéger émotionnellement ou essayer d'occuper la place. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place. Et le fait de prendre du poids, ben, physiquement, ils occupent une certaine place. ouais. Donc,
les gens qui vont compenser avec la nourriture, il peut y avoir des tas de motifs différents. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez émotionnel, mais pas que, je pense. Mais on peut compenser avec le travail, avec une autre addiction, avec des obsessions. Et est-ce que, donc finalement, pour revenir aux vrais et aux faux besoins, là on a vu concrètement que par rapport au cas de l'alimentation et du surpoids, c'est un problème de ce qu'on a dit, c'est-à-dire de vide intérieur, de méconnaissance de soi et de compulsion, de compensation, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on mange réellement, même si bien entendu la nature de ce qu'on mange après, c'est quand même, si on fait que du sucre ou que de la graisse, c'est sûr, il y a un équilibre à respecter au niveau de ce qu'on ingère, mais c'est surtout cette notion d'équilibre et de plaisir qui fait qu'on peut ne plus se soucier. Moi, je sais que je mange ce que je veux et je prends pas de poids. C'est un état d'esprit après. C'est pas ce que tu manges qui te fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent manger comme 4 et qui sont minces Oui, complètement. parce qu'ils sont bien dans leur peau, dans leur tête, dans leur corps. Et d'autres personnes qui mangent en faisant attention tout le temps et qui prennent quand même du poids. Donc la tournure psychologique, le fait de... Mais je pense que c'est ça le plus important, c'est de se demander qu'est-ce qui fait que moi je me sens pas bien, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce qu'il me manque? Donc il y a toute une démarche. Mais en même temps, je pense aussi que à partir du moment où on voit ça comme un problème, on est déjà mal parti. Oui, ça crée encore plus de problèmes. C'est de le voir. Pouvoir lâcher. Voilà, puis c'est pour l'instant, c'est comme ça. Accepter que c'est comme ça pour l'instant. Jusqu'à présent, ça a été comme ça. Et quand tu dis jusqu'à présent, c'était comme ça, tu ouvres une porte, une opportunité pour que ça se passe autrement par la suite. Ça soulage la culpabilité parce qu'on en a en général. Ça soulage toutes les tensions, les reproches qu'on peut se faire et le regard des autres sur nous également. Mais il y a vraiment cette notion d'ouverture sur quelque chose de possible. Tandis que quand on se bagarre en disant ah mais c'est pas possible, j'en finirai jamais, on fait que repousser dans l'avenir le même problème en fait. Ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, j'ai eu ce problème. C'est vraiment, moi, il me semble, une clé. Les faux besoins, c'est nos illusions et nos fausses croyances, c'est-à-dire qu'on poursuit un objectif qui n'est pas celui qui nous correspond. Comme par exemple, tu disais la comparaison, moi je vais être mince pour ressembler aux filles qui sont sur Instagram ou dans les magazines. C'est ça en fait. Et dès qu'on commence à tourner le regard vers l'intérieur, on a d'autres perceptions et notre conscience change et nos croyances changent. Parce que là, du coup, on se met en adéquation, en alignement avec ce qui nous correspond vraiment à nous par rapport à notre mode de vie, notre morphologie, nos vrais besoins. Et là, on rejoint ce que toi, tu connais bien, l'astrologie, nos caractéristiques, la donne de départ, quoi, ce avec quoi on vient. Parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Non, par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est une question d'âge. Tu ne peux pas demander à un adolescent d'aller voir à l'intérieur. Dans l'enfance, déjà, les enfants sont honnêtes à l'extérieur, ils font plein d'expériences. À l'adolescence, la même chose. Et mon Dieu, l'identité, l'image de soi, qu'est-ce qui est importante à cet âge-là. Ouais. Donc, il faut essayer de limiter les dégâts par rapport à cet âge-là pour accompagner les adolescents. Et il sera suffisamment tôt de commencer à réfléchir à ce genre de questions à partir de 28-30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en occuper avant, mais ça veut dire que de soi, avant 28-30 ans, on n'a pas la capacité de se prendre soi-même en charge et c'est normal. C'est voulu par la nature. D'accord. Toi, c'est ce que tu constates en astro? Oui, c'est de la cyclobiosophie, ça. C'est-à-dire, tous les 7 ans, on change de défi, si tu veux, il y a des choses à développer. De l'enfance, depuis la naissance jusqu'à 26, 28 ans, c'est vraiment toute la croissance de l'être. On prend conscience de nos différents outils, la volonté, la pensée, le sentiment. Et on va commencer à travailler sur ces outils-là, enfin à les maîtriser, je dirais plutôt, à partir de 28 ans, jusqu'à 42 ans ou un peu après, pour arriver à se connaître vraiment soi. Donc avant 28 ans... Pourquoi on dit que la majorité, c'est 18 ou 21 ans? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cycle, dans les 7 ans, entre 21 et 28? Là, en fait, on devrait développer une certaine sensibilité. C'est-à-dire, tu sais, autrefois, pour les Grecs, les Romains anciens, avant 30 ans, on était considéré comme, jusqu'à ce qu'on ait 30 ans, on était considéré comme un enfant.
Mmh. Et on n'avait pas le droit de s'exprimer en public. Donc, en plus, c'est le cycle de Saturne qui représente les os, la solidification du squelette. Le dernier os se solidifie vers 29 ans, c'est l'os du coccyx. Et donc, à partir de 30 ans, 29-30 ans, on était suffisamment formé pour les Romains ou les Grecs pour pouvoir avoir voix au chapitre. Donc, c'est même, si tu veux, c'est la sagesse de la nature qui nous le montre, en fait. Ouais, c'est intéressant, tu vois, je ne savais pas du tout ça, mais ça correspond exactement à ce que j'ai vécu, quoi. J'ai commencé à perdre du poids, moi, vers 29-30 ans. Et avant, c'était vraiment très, très difficile parce que j'étais dans une phase de connaissance de moi, mais j'ai commencé à 27 ans à m'intéresser à tout ça. Ok. Donc, peut-être ceux qui nous regardent en ce moment en direct, si vous avez une question particulière par rapport à un besoin ou un faux besoin dans un domaine particulier qui ne serait pas celui de l'alimentation, en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui, là où vous vous sentez bloqué ou peut-être freiné, vous pouvez nous laisser votre commentaire dans le chat. Et alors donc, venons-en à comment écouter ses besoins. Tu disais que le corps parle beaucoup. On utilise souvent le terme de signaux faibles parce que dans notre corps, on a plusieurs niveaux de signaux. Il y a les sensations physiques, ça c'est, je pense, à peu près clair pour tout le monde, même si moi j'ai commencé à descendre dans mon corps, pareil, vers 26-27 ans. Avant, je ne sentais pas du tout ce qui se passait dans mon corps, j'étais plutôt dans ma tête. Et donc les sensations physiques viennent nous donner des indications. Après, il y a l'énergie des émotions qui sont un autre indicateur. Bon, moi j'en parle beaucoup parce que j'ai fait tout une formation sur ce sujet. J'en parle aussi beaucoup dans mes livres parce que chaque émotion, il y a 4 émotions principales, vient nous indiquer un message particulier et donc nous propose une solution. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a tout ça à notre disposition parce qu'on ne peut pas ne pas avoir d'émotion. C'est l'énergie qui nous traverse en fonction de ce qu'on vit et c'est ça qui fait le pont entre la psyché, le corps physique, enfin entre tous les corps en fait. Elles sont vitales, les émotions. C'est un radar. On ne peut pas mentir avec les émotions. C'est un radar, vraiment, ça nous permet dans la vie de savoir quand on a peur et quelque chose qui ne va pas, quand on est en colère, etc., pour pouvoir s'orienter. Donc, elles sont positives pour moi, les émotions. Elles sont négatives à partir du moment où tu t'attaches à elles et que tu t'identifies à elles. Mais sinon, c'est comme la nature, un orage qui passe, le ciel bleu, etc. Donc, c'est quelque chose. Du coup, j'ai perdu ta question de base. La question, c'était par rapport au corps, quels sont les signaux qui sont à notre disposition, parce qu'on est tous faits de la même façon, donc ça concerne tout le monde, les signaux dont on dispose pour pouvoir écouter ce dont on a vraiment besoin. Donc je disais, il y a les sensations, il y a aussi les symptômes physiques, désagréables, voire douloureux. Symptômes, ça peut même aller jusqu'à la maladie, mais ça peut commencer par la chair de poule, des frissons, ou voilà, il y a des signaux faibles aussi qu'on peut écouter, un début de mal de tête, ou bien, enfin voilà, toutes les façons dont le corps peut s'exprimer. Et là, c'est un peu comme les émotions, ça ment pas, je veux dire, ça vient pas de notre mental, c'est le corps qui s'exprime. Mais c'est notre subconscient, l'inconscient qui s'exprime au travers de ces signaux faibles, de ces sensations, voire de ces douleurs. Et donc après, il y a les émotions. Et est-ce que tu vois d'autres repères, d'autres panneaux indicateurs qui passent par le corps? Non, parce qu'après, c'est les perceptions, mais ça rejoint un petit peu la sensation. C'est comment on perçoit les choses autour de nous. Il y a des bruits tout d'un coup qui vont nous déranger, alors qu'en temps normal, ça ne nous dérange pas. Ça, c'est des signaux pour moi. À partir du moment où un bruit qui d'habitude ne te dérange pas commence à te déranger, c'est qu'il y a quelque chose qui te demande d'être attentive. Et puis, il y a aussi... Ouais. Je t'en prie, vas-y, je le dirai après. Après, moi, j'en viens à tout ce qui passe par le mental, mais qui ne vient pas forcément du mental. Toutes ces informations vibratoires que l'on ressent et qui prennent aussi leur ancrage dans le corps. Mais
enfin qui descendent en tout cas et qui viennent s'ancrer dans le corps, c'est ce que moi j'appelle la voix du cœur, quoi, c'est-à-dire mon intuition, ma guidance intérieure, qui vient instantanément peut me procurer une sensation d'ouverture, de joie, de légèreté. Et ça, pour moi, c'est un autre panneau indicateur majeur. Très Mais important. tu pensais à quoi, toi? Je pensais à une chose, c'est que très souvent, on n'est pas suffisamment attentif à notre corps et je pensais à ce que j'appelle le monologue ou le dialogue intérieur, c'est-à-dire être attentif aux pensées qu'on se dit sur soi-même. Parce que ça fait écran par rapport au ressenti du corps. Tu le sais, moi je le sais aussi d'expérience, qu'on peut être coupé quand on est dans la tête du reste du corps. Mmh. Et une des manières d'être attentif à son corps, enfin, avant, pour pouvoir être attentif à son corps, il faut déjà repérer cette manière qu'on a de se parler soi-même. Si on se répète à longueur de journée, je suis nulle, je suis malade, je vais pas bien, etc. Et des fois, on se rend même pas compte qu'on pense des choses comme ça. Déjà, cette étape-là, c'est OK. Il y a déjà ça, je vais essayer d'être attentive à ça. Parce qu'en observant, normalement, ça se calme. Et ce qui permet de revenir dans le corps ensuite. Parce que le mental, il est jamais là. Il est toujours hier, demain. Mmh. Et du coup, il nous empêche d'être dans le corps et de ressentir les besoins du corps. Donc, ce besoin de revenir dans l'instant présent, dans cette écoute du corps, il faut pouvoir lâcher la tête. Et juste par rapport à ça, le Dalai Lama a dit quelque chose que je trouve génial, peut-être que tu connais, c'est il y a 2 jours dans l'année où tu peux rien faire. C'est hier et demain. Je trouve ça génial Ah parce non, que tu vois, j'avais jamais entendu. Excellent. ouais, Ouais. c'est bon. Donc, est-ce que la première chose, c'est pas d'être en mesure d'observer, de faire le calme ou le silence pour pouvoir ou des pauses, des moments d'attention, de conscience de qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? Justement dans ces différents étages, que ce soit au niveau des sensations, des émotions, des perceptions, qu'est-ce qui se passe dans mon mental? À quoi je pense? Est-ce que ça me manipule? Est-ce que je suis sous l'emprise de mes émotions ou de mes pensées? Et est-ce qu'il y a autre chose aussi qui vient justement de l'ordre de l'intuition? Parce que pour repérer ça, pour moi, c'est toujours quelque chose de bienveillant, de doux. C'est une proposition que je peux accepter immédiatement, tu vois? Qui va me donner un élan. C'est même l'élan lui-même, hein. C'est un appel intérieur, mais quand ça correspond à un vrai besoin, il y a tout de suite cette, une espèce d'illumination. Ah bah oui, mais bien sûr, cette évidence et qui s'accompagne toujours de joie et d'ouverture, d'enthousiasme, de l'énergie qui va pouvoir me permettre de le concrétiser, en fait. Ça, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'intuition. Il y a Nathalie qui parle du vélo dans la tête, hein, qu'on n'arrive plus à sentir les vrais besoins. Donc, effectivement, du coup, tu n'entends plus l'intuition non plus. Moi, le conseil que je donnerais, c'est faire de l'exercice physique. Parce que quand le mental est là, si tu commences à faire de l'exercice physique, à danser, marcher, courir, le mental, il ne peut pas penser pendant que tu fais une activité physique. Donc, à un moment donné, il va lâcher. Et dans ce moment-là, tu peux écouter ton cœur ou ton corps, ou les deux. Ouais. Effectivement, le principal obstacle, c'est ça. Mais quand on est pris par le mental, c'est qu'on ne bouge pas assez son corps. Voilà, d'expérience, hein. Moi, je l'ai Bah, des fois, il faut se forcer d'ailleurs. ouais. Et du coup, on va retrouver le chemin et du corps et de l'intuition. Ouais. Et alors, il y a Leïla qui dit aussi qu'elle a l'impression d'avoir une boule dans le cœur depuis que sa mère était malade, mais que malheureusement, elle est décédée récemment. Et qu'elle a toujours cette sensation dans le cœur. Comment l'interpréter? Ouais. D'abord, toutes mes condoléances à toi, Ouais. Leïla. Ça dépend ce que c'est comme impression. Ah, une boule, donc c'est désagréable, je présume? Parce que je suppose, d'après ce qu'elle écrit, ce que tu écris, Leïla, que c'est désagréable. C'est comme une boule dans la gorge ou une pression, Ouais. un obstacle. Ça peut être boule, pour moi, ça évoque quelque chose qu'on veut protéger. Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être le regret d'avoir pas pu dire certaines choses, d'avoir pas pu dire au revoir comme on voulait. C'est une supposition, hein, je n'affirme rien. Donc, moi, ce que je ferais,
Il faut faire confiance à son intuition, je m'adresserai à cette boule, puis je lui demanderai ce qu'elle veut, en essayant d'être attentive, de l'écouter. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Mmh. Et si, ça a été une période, de maladie et puis ensuite, le décès, il peut y avoir aussi, beaucoup de tristesse et la tristesse, c'est tout à fait, normal d'en ressentir dans ces circonstances et qu'est-ce que je fais de cette tristesse? Est-ce que je l'appuie, enfin je mets un couvercle dessus ou est-ce que justement je peux l'exprimer? Mmh. Exprimer juste ce que je ressens, hein, sans, j'allais dire, enfin il y a rien à, c'est juste exprimer ce ressenti, cette tristesse que ça, ce que ta maman, est pour toi et le fait qu'elle soit partie. C'est juste de pouvoir, dire ça, peut-être même de l'écrire, si c'est difficile de le verbaliser Mmh. et puis, de la tristesse, elle vient indiquer la fin d'un cycle qui peut être, la fin d'une relation et ça nous arrive, à tous dans notre vie et donc pour pouvoir passer, au chapitre suivant de sa vie, bah, faut accepter, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait dans ces circonstances-là, de ressentir toute cette tristesse, de la laisser, exister pour qu'elle puisse, se manifester, sortir de moi aussi. On peut en faire quelque chose, on peut la sublimer. Mmh. Et quelque chose qui me semble important aussi, pour toi Leïla, c'est que d'expérience, je parle en mon nom là vraiment, les défunts nous entendent, donc tu peux t'adresser à ta maman et lui dire ce que tu as sur le cœur. Peut-être que tu percevras une réponse ou tu auras une synchronicité, mais l'essentiel, c'est déjà d'exprimer ce que tu veux exprimer. Les liens d'amour, de toute façon, sont indestructibles. Donc, parler à cette boule, écouter cette boule et puis parler à ta maman aussi, je pense que ça vaut la peine. Mmh. 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 Bah, Leïla répond déjà qu'elle pense que c'est de l'angoisse. Beh, Mmh. si c'est ce que tu dis que tu penses, c'est sans doute ce qui est juste parce qu'il y a que toi qui sais vraiment et et voilà, si c'est de l'ordre de l'angoisse, tu peux essayer de voir, comme disait, Claire, qu'est-ce qu'elle vient te dire cette angoisse? Elle est provoquée par quoi? Et si tu prends le temps de te poser ces questions-là, tu vas voir que tu vas avoir les réponses. Elles vont venir d'une manière ou d'une autre, peut-être pas, dans l'instant si c'est la première fois que tu fais cet exercice-là, mais elles vont arriver, peut-être dans la nuit au travers de rêves ou de cauchemars ou par des signes, des synchronicités ou par, un message, direct qui va passer dans ton mental au travers d'idées, des mots, hein, concrètement. C'est pour ça qu'on peut confondre, mental, pensée et intuition, parce que moi, les messages que je reçois, c'est-à-dire l'information vibratoire, elle passe par des mots. Mais je sais, parce que je pratique depuis longtemps, distinguer si ça vient du cœur ou si c'est une élucubration mentale, un truc que je me suis inventé ou dont j'ai envie mais que j'ose pas m'avouer. Enfin voilà, tout ce qui peut venir du mental lui-même, quelque chose que j'essaye de contrôler. Mais alors si, j'ai une anecdote parce que ça me fait penser, moi j'ai perdu mon frère il y a 3 ans, 2019, bientôt, ouais, 4. Et l'autre jour, j'étais en train de marcher avec des amis dans la montagne, dans la garrigue, dans la Drôme et puis, je me disais: «Qu'est-ce que c'est beau cet environnement, cette nature, c'est vraiment magnifique» et puis là, je pense à mon frère parce que dans sa vie, il a énormément marché, crapahuté dans les montagnes et comme ça dans le sud de la France. Et donc j'étais avec des amis et j'étais en contrebas, je me retourne vers, une d'elles et elle me dit, donc on était quand même espacés, il y avait, je sais pas, 20-30 mètres et elle me dit: «Tiens Coralie, il y a ton frère qui est sur ton épaule» et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, le mental peut me dire, au moment où je pense à mon frère, «Oh bah c'est, je suis en train de m'imaginer un truc parce que ça me fait plaisir ou parce que tout d'un coup je ressens de la tristesse parce qu'il est pas là et que je fais quelque chose qu'il aimait». Enfin, tu vois? Et là, Irène en plus, elle a pas connu mon frère, je sais même pas si, elle se rappelait qu'il était décédé et juste je me retourne et elle me dit: «Tiens, tu as ton frère sur ton épaule» parce qu'elle est médium donc, elle voit, ce que moi je ne vois pas forcément et j'ai trouvé ça m'a fait vraiment rire, quoi. Donc Léla, n'hésite pas à parler, aussi à ta mère et à lui dire ce que tu as pas pu lui dire peut-être, pendant sa maladie et Mmh. avant son décès.
OK. Beh, j'en profite pour dire bonsoir à Dominique, Clémence, qui nous ont rejoints. OK. À vous. Alors, on en était où? Donc on en était dans les messages du corps et on a vu qu'il y avait différents modes, d'expression du corps, du plus tangible, matériel et qu'après ça va, dans le subtil et que, le meilleur moyen de pouvoir l'écouter, ce corps, c'est d'observer et d'être, concentré, de faire des activités, physiques, simples comme même la marche, enfin de descendre dans le corps pour pouvoir être à l'écoute de ces messages qui peut-être au début on va pas savoir bien comment les écouter, enfin les interpréter, mais plus on se met à l'écoute, plus on en a et plus on sait les interpréter. Plus la conscience vient nous éclairer Bah, et qu'il y a des réponses. c'est une sorte de partenariat en fait. Moi, je le vois comme le fait que si on écoute le corps, si on lui dit ok, je t'écoute à partir de maintenant, bah, ça va être plus subtil les manifestations, on va les percevoir mieux, on va petit à petit les comprendre mieux. C'est un petit peu comme de l'apprivoiser en fait, Mmh. d'avoir cette capacité de le réentendre alors que finalement on l'entendait plus puisqu'on était trop dans la tête. Mmh. Alors là, il y a le corps lui-même, il y a aussi l'intuition qui peut intervenir ou les émotions. Mais le corps, c'est vrai que son seul langage, c'est les sensations. Il n'y a pas d'autre possibilité pour lui. Mmh. Mmh. Par contre, il y a une intelligence et moi je me suis rendu compte d'expérience que quand on s'adresse à un organe, qu'on lui parle ou à nos cellules, il y a du répondant. Ça demande d'aller dans le corps effectivement, mais il y a du répondant, il y a une conscience dans Comment tu fais? Tu peux donner un exemple de ce que tu pratiques toi? ben, simplement, alors ça dépend, ça peut être bon, moi j'aime bien de temps en temps avec mes cellules parce que pour moi les cellules ont de la conscience, hein, toutes les cellules du corps, j'aime bien chanter avec elles et elles adorent ça. Moi, je perçois mes cellules comme des petits êtres, pleins de joie, toujours gais, «Ah, on va chanter youpi youpi». Bon, ben là, c'est un truc général. Maintenant, si j'ai des douleurs, je vais dans l'organe ou l'endroit où j'ai cette douleur et je dis à cette douleur: «Je t'entends, je t'accueille, qu'est-ce que tu veux me dire?» Mais sans attente. C'est ça la difficulté, c'est de dire: «Si tu as un message, donne-le-moi», mais de pas être dans la tension d'une attente, faire confiance parce que peut-être la réponse ne vient pas sur le moment. Elle me viendra peut-être plus tard. Mmh, c'est ça. Hem, Puis, bon, mais ça, c'est différent parce que c'est un exercice que j'ai appris avec, Brigitte Denis qui est, l'écoute à nos enfants intérieurs et pour elle, les enfants intérieurs, enfin, j'ai vu d'expérience aussi, peuvent s'exprimer à travers des sensations du corps physique. Mmh mh. Donc il s'agit d'aller rencontrer, les enfants en question et d'être à leur écoute avec bienveillance. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça demande toute une brève initiation, on va dire. C'est autre chose, mais ça se rejoint complètement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme tu le dis, qu'on a une douleur, on peut, traiter, la douleur ou la sensation, le symptôme, de la même manière qu'on s'occuperait de son propre enfant qui exprime, une douleur, un mal-être ou je ne sais quoi. Et C'est-à-dire qu'on va l'écouter, reconnaître, entendre ce qu'il a à dire et puis, en prendre soin. ouais, une chose qui est capitale, c'est que quand on a mal, on a tendance à vouloir rejeter la douleur et Mmh. bah, on la renforce quand on fait ça et on ferme une Mmh. porte. Je le dis parce que quand j'étais, à partir du moment où j'ai eu mes règles, chaque fois que j'avais mes règles, j'avais des douleurs atroces. C'était vraiment, mais à tomber dans les pommes, hein, tellement c'était douloureux et j'avais appris à apprivoiser cette douleur et ça montait, ça redescendait, ça montait et de suivre ces cycles, Mmh. heu et d'essayer de le percevoir comme le flux d'une marée ou d'une vague. Alors les douleurs étaient là, mais le fait d'accompagner la douleur et lui dire, «Tu as le droit de te déployer dans le corps entier», elle devenait moins forte. Elle était Mmh. toujours là, mais elle était moins forte. Il y avait une question d'accueil et de bienveillance, en fait. Mmh mh. Bah, dès qu'on accueille, en fait, ça revient à tourner sa conscience, vers l'intérieur, vers l'endroit précis qui fait mal et
La conscience pour moi, c'est de la lumière et c'est de l'amour. Après, ça dépend de l'intention qu'on projette. Comme tu dis, si, je veux pas avoir mal et je pense que c'est mal, mes croyances et cetera, là, je vais la renforcer. Mais si, je la regarde et que je l'accueille et que je l'autorise à être et même à se déployer, comme tu dis, et bah, là, ça change tout et on peut ressentir, un allègement dans l'instant. Moi, c'est ce que j'expérimente. Mmh. Bon, peut-être que j'ai pas eu de gros trucs, mais en tout cas, ça, je le vis concrètement. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre élément auquel on ne pense pas toujours, c'est qu'on vit dans une société très médicalisée, qui est ce qu'elle est. Et quand on a des petits soucis avec son corps, on a tendance à, bon, alors, aller voir le médecin, ça me semble normal, mais à rentrer en bagarre avec l'organe qui pose un problème. Et on oublie que le corps, on est souverain dans notre corps et que notre corps nous appartient. C'est-à-dire qu'avant de dire bah, c'est mon corps et c'est la relation que j'ai avec lui qui peut changer les choses. Parce qu'il y a une chose qui est essentielle, surtout par rapport aux maladies, aux douleurs, c'est qu'un principe de réflexologie en médecine générale, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que le corps, il est capable de se guérir par lui-même, pour autant qu'on lui en laisse l'opportunité. Et donc il y a cette notion d'écoute, il y a cette notion, ça peut être un jeûne, ça peut être de manger certains aliments plutôt que d'autres. Et comme il est capable de tomber malade, il est capable de guérir. Et en général, la maladie, c'est pour guérir. On tombe malade pour guérir quelque chose. Mmh, bien sûr. Si on Pour commence à... prendre conscience de quelque chose, ça peut être d'une mauvaise hygiène de vie ou d'une fausse croyance. La maladie elle-même, c'est une tentative de guérison. Le fait d'être malade, c'est déjà le début d'une guérison. Et si on le voit comme ça, il y a plus ce côté dramatique de la maladie. Mmh. Ouais. Donc, Les gens qui tombent malades, je sais pas si tu en as entendu, moi j'ai entendu mon frère dire ça, mais d'autres aussi, quand dans le cas d'un cancer ou des maladies, où la vie est engagée, ils disent: «Ah bah, quand j'ai su que j'avais ça, ça m'a soulagé». de nommer, savoir ce que c'est. Et comme tu dis, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est le début de la guérison. Ah OK, bah, le diagnostic est posé, je sais ce que j'ai, je comprends pourquoi j'étais pas bien et je sens que je rentre dans un cycle de guérison, quoi. Même si les symptômes de la maladie sont toujours là. Mais encore une fois, j'insiste, hein, la maladie, c'est déjà une guérison. Mmh mh. En fait, c'est le docteur Hammer qui s'était rendu compte, c'est un Allemand qui avait réussi à guérir les gens du cancer. Bon, il a été persécuté parce qu'il avait trouvé une méthode. Et il s'était rendu compte que à l'origine des maladies, il y avait il faisait des électroencéphalogrammes et il se rendait compte qu'il y avait des zones du cerveau qui s'allumaient. Et en fait, pour le cerveau, pour pas être surchargé par un traumatisme, il déléguait à l'organe correspondant du traumatisme la maladie. C'est-à-dire, si c'est un problème de confiance en la vie, il déléguait au foie, c'est le problème de foie, d'avoir la foi, une maladie du foie. Euh, la personne qui n'a pas confiance dans sa faculté d'avoir des enfants, par exemple, ça pouvait se porter chez un homme sur les testicules, chez une femme sur les ovaires. C'est juste le cerveau qui déléguait la maladie parce que pour lui, il a besoin de continuer à travailler normalement. Donc, Mmh. c'est la vision du docteur Hammer que de dire la maladie, c'est déjà le début de la guérison. Ouais. Et que si on focalise dessus, déjà en la considérant comme une maladie et non pas une tentative de guérison et qu'on y va trop violemment, on fait qu'accentuer ce côté Ouais. maladie, alors que si on fait une alliée de la maladie, les choses vont être différentes. On va les vivre différemment. Et je crois que le plus important par rapport à ça, c'est quel est le message finalement? Parce que la guérison, quand le message est entendu, la guérison, normalement, se produit. Mais ne pas chercher tout de suite la guérison. C'est ça, on a oublié que parfois, avec certaines maladies, il faut y aller un pas après l'autre et qu'il y a un temps, une durée qui est nécessaire. C'est une mutation, une transmutation en fait. Mmh. Ouais, C'est une c'est initiation. une initiation, tu as dit? Ouais. Je considère que les maladies sont des initiations. Oui, Mmh. parce qu'elles nous font prendre conscience. On tombe malade parce qu'on n'est pas assez grand. Enfin, on tombe malade, la maladie nous dit tu peux être beaucoup plus grand que ce que tu crois. C'est parce que tu te crois petit que tu tombes malade. Donc la maladie, elle est là pour nous pousser à être plus grand. Quand tu vois les choses comme ça, bah, ça Mmh. détend
stigmatise beaucoup cet aspect des maladies, justement. Mmh. Ouais, c'est une initiation, c'est une invitation à découvrir, comment j'ai pu créer ça, à partir de quelles croyances ou de quel, comportement, de quelle habitude, de quel conditionnement, et donc à pouvoir les voir pour, en changer. Simplement le fait d'en prendre conscience, déjà ça change, ça enlève à la maladie, son emprise, en tout cas c'est son côté, tous ces désagréments, ou une partie, ça peut soulager, et puis ensuite c'est ça qui pour moi permet de faire de nouveaux choix, en fait. Alors moi, je l'aborderais autrement. Je me dirais pas: «Pourquoi j'ai ça?» Je me dirais: «Tiens, grâce à ça, quelles ressources je peux développer? Qu'est-ce que cette maladie me per à quoi cette maladie me permet d'échapper?» Par exemple, qui me faisait peur, ou donc finalement, trouver la cause de la maladie est moins importante que trouver la ressource qu'elle va me donner, qui est pas forcément liée à la cause. Mmh. Et là aussi, je trouve que c'est une tournure, au lieu d'aller se prendre la tête avec les causes, de se dire: «Tiens, s'il y a une ressource derrière, qu'est-ce que je peux développer grâce à cette maladie?» C'est peut-être, une qualité d'écoute qu'on n'avait pas auparavant. Bah, Mmh. ça peut être des tas de choses. Ben, tu vas le vivre différemment, c'est un challenge positif. Ouais. Moi, je l'utilise aussi pour, les blocages ou les obstacles que je peux rencontrer. Je me demande, qu'est-ce que ça me permet de faire que je ne pouvais pas faire avant de rencontrer cet obstacle, et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Mmh, Et là, je trouve plein de réponses aussi. voilà, et c'est Ouais, ça. ouais. Ah, il y a Dominique qui a eu quelque chose d'assez difficile à vivre et qui témoigne par rapport à après l'assassinat de sa fille, elle faisait des bronchites, les poumons, siège de la tristesse, ben oui. Mmh. Je Elle j'imagine que c'est quelque chose qui est derrière maintenant, parce qu'elle nous en dit pas plus, mais je Ouais. comprends Qu'est-ce effectivement. que t'a apporté, la médecine chinoise, Dominique, si tu veux nous répondre, et comment tu as pu, guérir ces bronchites et t'occuper de la tristesse? Ce serait intéressant. Ouais, Nadine, merci. OK, donc oui, on parlait du corps, de ses messages, de nos points de vue sur ses ressentis, ses perceptions, et cetera. Et alors l'autre question qu'il y a aussi souvent, derrière, comment écouter ses vrais besoins, c'est comment, écouter, son cœur. Mmh. Parce que beaucoup, ceux qui ont déjà un petit peu cheminé, ont pu distinguer, la voix du mental, la voix du cœur, l'expression du cœur, et lorsque je fais quelque chose, motivé par un désir ou une illusion, ou par, un besoin de contrôle, une peur, et cetera. Donc pour toi déjà, c'est quoi, le cœur? Écouter son cœur, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Ah bah, oui, c'est le fondement de qui nous sommes, en fait, hein. Le cœur, pour moi, c'est la porte d'accès à notre soi, au monde spirituel, et je pense que par rapport à ça, écouter les vrais besoins, c'est de nouveau cette histoire des émotions qui sont comme un radar. À partir du moment où quoi que tu fasses ou que tu penses, tu te sens bien, tu es dans le cœur, dans l'énergie du cœur. Si tu as un doute, si tu es pas bien, et cetera, c'est pas le cœur qui s'exprime. Mmh. Des fois, on fait des choses, on croit que c'est ce qu'on veut et on se sent mal en les faisant, ben, c'est qu'il y a un décalage. Donc normalement, quand on agit à partir du cœur, on se sent aligné, on se sent bien, on se sent joyeux, optimiste, en paix. Ouais, en Donc paix. voilà. C'est ça qui me semble être le point commun, c'est une sensation de tranquillité, de calme intérieur. Mais alors ça, c'est pareil, moi, pendant toute ma période, peut-être justement jusqu'à mes 26-28 ans là, je crois que je ne savais pas ce qu'était, la voix du cœur, parce que avec l'éducation, les études, j'étais toujours, plutôt en train de faire ce qu'il fallait que je fasse, tu vois? De répondre à des injonctions. Il fallait que j'apprenne des connaissances pour pouvoir, trouver du travail, pour pouvoir, faire une carrière professionnelle. Donc je suivais comme ça des choses qui me mettaient toujours, dans le contrôle,
Et c'était assez rare finalement quand je faisais des choses qui m'étaient inspirées par mon cœur, quoi. Des choses qui me faisaient du bien, des choses qui me nourrissaient de l'intérieur, qui m'apportaient de la quiétude ou de la joie. Et c'est très différent de venir nourrir des illusions ou des choses qui sont plus de l'ordre du plaisir. C'est pas que ce soit mal, mais c'est juste que le plaisir, c'est l'inverse de la souffrance et ça, c'est éphémère, quoi. C'est quelque chose de très. Ça dure pas, c'est superficiel, alors que nourrir un besoin qui vient du cœur, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment laisser une empreinte et qui va permettre d'aller plus loin après, justement, au niveau du cœur. Ah, C'est plus profond. c'est retrouver l'enfant en soi. Quand on était enfant, spontanément, on savait jouer, on avait cette écoute du cœur. Après, il y a toute l'histoire de l'éducation, pas que parentale, hein, je parle de la scolarité aussi, qui a tendance à couper du cœur, justement. Mais on a tous été enfants, on a tous eu cette possibilité, on a tous vécu à travers le cœur et je pense que quelque chose qu'on retrouve assez facilement, surtout par rapport à des passions, je sais pas, ça peut être de lire, d'étudier ou si on a eu la chance d'avoir des enseignants ou au moins 1 ou 2 personnes dans l'entourage qui suscitaient notre enthousiasme, ça laisse le cœur ouvert. Mmh. C'est-à-dire que tu peux être plus ou moins abîmé par l'éducation en fonction des personnes que tu as eu la chance de côtoyer, qui t'ont permis de garder cet enthousiasme. Et de toute façon, si chez toi ça n'avait pas été le cas, tu n'aurais pas pu faire tout le cheminement que tu as fait. Donc, ce côté cœur, il est resté intact malgré tout. Parce que c'est ça qui est merveilleux dans le cœur, c'est que même les pires traumatismes n'arrivent pas à l'entamer vraiment. Il peut pas ne pas être là, mais il peut être fermé. Il peut être fermé, mais l'innocence, c'est sa nature première, c'est l'innocence, le cœur. Mmh. Et quels que soient les traumatismes, alors des fois on n'arrive pas à retrouver cette innocence parce qu'on veut pas, parce qu'on veut pas pardonner face à des injustices, que je peux comprendre. Mais derrière cette fermeture, l'innocence, elle est tout le temps là. C'est notre nature. Mmh. Cette Donc innocence. pour toi, on peut la retrouver facilement. Je pense à des gens qui peuvent penser que pour eux, c'est plus possible, que c'est trop tard, qu'ils ont trop de douleur, de souffrance, de malheur, etc., ou pas de chance, ou je ne sais quoi. C'est toujours possible de retrouver cette innocence. Alors c'est toujours possible, je dis pas que c'est forcément facile par contre, parce que tu vois, c'est des habitudes qu'on prend, si on a pris l'habitude de fermer son cœur, de penser d'une certaine manière, le cœur n'est pas en cause, c'est tout ce qu'on a mis comme barricade qu'il va falloir enlever. Mais si, bien sûr, c'est à la portée de tout le monde. À partir du moment où tu le réalises, tu as déjà fait la moitié du chemin. Si tu réalises sincèrement, honnêtement que tu as le cœur fermé, déjà il est en train de s'ouvrir, sinon tu ne le réaliserais pas. Donc il y a déjà un bout du chemin qui est fait. Bon, moi, je suis éternelle optimiste, mais c'est vrai que d'expérience, je le vois autour de moi. C'est ce qui aide à ouvrir le cœur, c'est quand on voit des choses qui sont belles. Un coucher de soleil, par exemple, ou on va faire un bon repas avec des amis qu'on apprécie. C'est des petites choses qui ouvrent le cœur. Des fleurs, ouais. Et après, c'est comme le fil d'Ariane. Tu fais d'autres choses comme ça, puis tu suis le fil, puis petit à petit, le cœur s'ouvre. Ça nourrit le cœur, ouais, de pouvoir contempler, profiter de la nature, être dans la nature. Et la vie nous montre en permanence que tu parlais d'homéostasie tout à l'heure, mais c'est ça, cet équilibre, cette perfection qu'il y a, même s'il y a une tempête ou même si la jungle peut paraître chaotique et totalement désorganisée, en fait, non, il y a toujours un équilibre et il y a toujours cette perfection qui s'exprime et c'est à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, ça se rééquilibre tout seul parce que la vie opère, la vie agit et ça me fait penser, je ne sais plus qui a dit la vie est la danse et on n'a qu'à se laisser danser, quoi. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est d'arriver à voir qu'on fait partie de la vie et qu'on peut se laisser guider par la vie au travers de tous les signes. En premier, donc notre corps, parce que c'est notre véhicule, c'est là qu'on habite, c'est ce qui nous permet de vivre et d'expérimenter la matière, mais que après, en fait, on ne peut que enlever des choses, enlever des couches, enlever tout ce qui nous fait croire
tout ce qui nous empêche d'être en accord avec la vie, en fait. Mm. Dans l'abondance de la vie, dans sa plénitude. Déjà, je pense que la vie est bonne. Les relations avec les gens, c'est une chose, mais la vie en elle-même, elle est bonne. Et le lien avec la nature, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Tu vois, ils ont fait des études aux États-Unis, ils se sont rendus compte que si quelqu'un est dépressif, tu l'emmènes pendant une semaine se promener dans la nature, la dépression, c'est fini. Ben, au Japon, il y a la sylvothérapie. Tu connais ce terme? Non. C'est pratiqué, mais vraiment auprès d'un public large, quoi, du grand public. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est pas eux qui ont lancé ça d'ailleurs, ils vont faire des bains de forêt. Voilà, c'est ça. Mm. Tu peux pas rester longtemps dépressif quand tu es dehors. Alors, quand on est en dépression, on n'a plus envie de sortir. Donc il faut se forcer à sortir. Et la nature, elle a un effet homéostasique sur notre corps, notre psyché. Là, c'est le printemps, à nouveau les petits oiseaux qui chantent, les petites fleurs qui poussent. Et puis rien que ça, ça ouvre le cœur. Je veux dire, Ouais. il faut être vraiment. Je sais pas si c'est possible d'être au milieu de la nature et d'être fermé à elle. À mon avis, les verrous sautent à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que tu as été, toi, dans des circonstances de ta vie ou dans des périodes de ta vie où tu n'as pas su en fait faire la distinction entre ton cœur et ton mental, justement par rapport à tes désirs, tes ambitions, tes valeurs, je sais pas. Est-ce que tu as... Oui. Oui, souvent. Donc comment est-ce qu'après tu as appris à distinguer, à faire la distinction entre les deux? C'est plus par rapport à le lâcher prise dans l'intuition et le lâcher prise et de ne pas avoir de réponse. Parce que j'ai beaucoup d'intuition, mais en même temps, j'ai beaucoup de mental. Donc, c'est un peu la guerre entre les deux. Et il y a cette déformation du mental qui pense que ça, c'est bien pour moi, donc il faut que je le fasse. Et puis, la voix du cœur, dans ce cas-là, elle ne se fait pas beaucoup entendre. Donc, à un moment donné, si toi, tu t'arrêtes pas, la vie t'arrête. Tu vas te casser la figure, te casser quelque chose, te fouler quelque chose. Ça t'arrive 2-3 fois, puis après, moi, en l'occurrence, ça m'a appris vraiment à être plus dans le lâcher-prise et d'accepter. Des fois, on se dit, mais c'est quoi mes vrais besoins? Puis on n'a pas la réponse. On n'arrive pas à entendre cette réponse-là. C'est d'accepter de ne pas avoir la réponse et de rester malgré tout disponible. Ouais. Et de ne pas laisser le mental vouloir tout diriger derrière. Et là, ça fonctionne. Mais voilà, c'est un équilibre avec soi-même. Lâcher, c'est accepter de ne pas avoir la réponse. Et du coup, c'est ça qui libère. Tu sais, par exemple, tu perds tes clés et il faut que tu les retrouves parce que tu voulais partir. Alors, tu cherches et plus tu cherches, moins tu trouves. Et puis, tu arrêtes de chercher et elles sont là. Voilà. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est un bon exemple. Ouais. Et pour reprendre l'image de la vie qui est une danse et qui nous danse, comment se laisser danser en fait, parce que ça ne demande pas de se laisser aller et de tout lâcher, de ne plus rien vouloir. Plus rien vouloir peut-être que si, mais en tout cas ça demande d'être présent. Et tu sais, comme quand tu danses avec quelqu'un, tu es là, tu es à l'écoute de ce que l'autre t'envoie comme message. Il n'y a pas forcément besoin de parler, mais il faut que tu sois suffisamment détendu, en tout cas calme, confiant, pour te laisser porter par la musique et par qu'il y ait quelque chose qui s'installe, une relation avec le partenaire et toi. Donc c'est une vigilance, une écoute qu'on peut comparer à celle d'écouter son corps et son cœur, et d'accepter, d'avoir la foi que la vie, elle sait très bien danser et elle sait exactement quels sont nos vrais besoins et qu'elle peut nous les montrer si on se met à l'écoute et si on se laisse danser. Je pense qu'il y a une question de foi, mais aussi d'aspiration. C'est pas vouloir, je distingue volonté d'aspiration. Oui, ça c'est important, vas-y. Si on aspire au meilleur pour soi et pour les autres, parce qu'on faut pas se mettre de côté et pas mettre de côté les autres, donc on aspire au meilleur et pour soi et pour les autres, c'est comme quelque chose qui va nous tirer vers l'avenir et qui nous permet de lâcher cette tension de justement du vouloir, du contrôle, de choses comme ça. Il y a donc une notion de confiance derrière. On aspire à, mais une aspiration, tu ne peux pas mettre le contrôle dedans. Ça fait penser à l'inspiration. Et du coup, ça te remet
comme il y a de la confiance dans cette aspiration, naturellement, tu reviens dans ton corps et justement, je reviens avec ce un pas après l'autre. Tu es contente de chaque instant de ta vie parce que tu sais que chaque pas t'amène vers ce à quoi tu aspires. Et ça peut changer parce que les aspirations changent au fur et à mesure de notre vie, mais ça reste globalement la même direction. Mmh. Donc pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir du lâcher prise, c'est ça. Et puis se dire que la vie peut nous inspirer. Aspiration, inspiration, c'est vraiment très proche pour moi. Oui. Bah, si on est calme et qu'on est, présent, vigilant, la vie n'arrête pas de nous inspirer. Ah Et bah oui. si en plus tu fais ce que tu aimes, c'est-à-dire avec ton cœur, même des petites choses, hein, il y a pas besoin d'avoir, du temps, de l'argent ou d'être inscrite dans tel cours, dans tel machin. Tu peux être chez toi dans ton jardin et être, tout à fait, inspiré à partir du moment où tu es présent. Oui. Et comment tu décrirais en fait, ces inspirations? Toi, qu'est-ce que tu as comme, exemple d'aspiration ou d'inspiration parmi ces choses, toutes simples, mais qui sont justes pour toi, qui correspondent à tes vrais besoins? Bah, si tu veux, j'ai une aspiration à long terme, mais il y a des étapes entre 2. Cette Mmh. aspiration à long terme passe par, bah, des moments de contemplation de la nature, des moments où je fais mon jardin, des moments où j'écris, des moments où je reçois des clients. Hem, pour moi, tout ça, ça fait partie du même chemin. Parce que le but ultime, quelque part, c'est révéler la beauté de la nature de chaque être humain. Les gens que je rencontre, évidemment, Mmh. du coup, je suis une amoureuse des âmes humaines, je vais le dire comme ça. Ça, c'est mon aspiration. Donc tout va s'aligner en fonction de ce but-là. Oui, parce que tu fais ce que tu aimes déjà. Tu es à ta place au niveau de ce que tu Oui, peux partager mais avec les autres. mais il y a quand même des contrariétés, mais quand il y a une contrariété, je me dis: «Ah tiens, c'est peut-être l'opportunité de faire des ajustements». Mmh mh. Et du coup, même les contrariétés peuvent devenir amusantes. Pas toujours sur le moment, Non. je le confirme, mais on apprend à ouais, on peut apprendre à faire avec et voir que ça peut être des tremplins. Il y a des contrariétés qui sont des tremplins, vraiment. Mmh. Et moi, j'ai envie d'ajouter que quand, il y a une des illusions, heu, collectives qui est de, bah, puisque j'ai appris à me connaître, puisque j'ai fait ci, puisque j'ai travaillé sur moi ou puisque bah, la vie devient un long fleuve tranquille, je n'ai plus de problèmes, il n'y a plus d'obstacles et cetera. Et que, bah, ça, c'est pas vrai et dans la nature, bah, des fois, il y a des orages, il y a des tempêtes, il y a des ouragans et puis après ça se calme. Mais comme tu disais tout à l'heure par rapport à la maladie, c'est le début de la guérison, c'est le début du rééquilibrage, c'est le retour de l'harmonie. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, paisible, une contemplation, une méditation, dans la paix. Non, il se passe des choses, quoi. On est, sur le plan, matériel et chaque chose vient nous proposer, Mmh. une expérience, un apprentissage, une initiation. Ouais, bah, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que plus tu t'éveilles et plus tu as des défis. Plus Ah, tu tu vois ça t'éveilles, comme ça? moins tu es tranquille. Bah Mmh. oui, bah si. Moi, j'avais plus de Plus en paix. problèmes avant. Oui, alors attends, pour qu'on se comprenne. Ouais. Il y a une histoire de relation avec soi, Mmh. il faut mettre au clair. Mais plus tu t'éveilles, plus la vie va t'offrir des opportunités de t'éveiller encore plus et ces opportunités, en général, quand elles arrivent, oh, elles sont souvent pas agréables. C'est des défis parce que ça nous oblige à nous bouger, à aller au-delà de nos zones de confort. C'est en ce sens que je dis que c'est on peut pas bon déjà travailler sur soi, pour moi, c'est un peu aberrant parce que je Bien préfère sûr. parler d'observation et d'attention simplement. Hem, donc plus l'éveil est là et plus la vie va avoir envie de nous éveiller. C'est comme un arbre qui donne des fleurs et des fruits. Hem, peut-être que pour qu'il donne plus de fruits, il a besoin d'avoir plus d'orage parce que ça renforce le système immunitaire de l'arbre et du coup, il va produire plus de fruits. Mmh. Voilà, plus on s'éveille, plus il faut fructifier, donc plus on va avoir des orages dans nos vies. Mais comme on s'est pacifié à l'intérieur de soi-même, on va pouvoir les affronter avec une forme de paix intérieure, même si on n'est pas tout le temps en paix. Mais il y a quelque chose qui est en paix en soi. Mmh, mmh mh. C'est clair ce que je viens d'expliquer, mais Si, si, si. Bah, il y a la foi, il y a la confiance, il y a le calme qui peut être, là, mmh, heu
tout en observant la tempête ou l'ouragan qui se déploie, quoi. C'est ça. Mais c'est beau un ouragan, même quand tu es dedans. Dans l'œil du cyclone. Voilà. À dire comme ça. Un Bon, tremplin après un trop-plein. Oh, c'est joli ce qu'elle dit, Nadine. Elle dit un tremplin après un trop-plein. ouais, Voilà. c'est ça. Bah, c'est ça. Magnifique. Ouais. Ok. Bon, toujours garder l'espoir, la vie est un cadeau. Ouais. D'accord, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose, Claire, par rapport à la thématique de ce soir, qu'on n'aurait pas dit, qui pourrait venir Bon, je fais juste une parenthèse parce que bon, ben, je suis passionnée par le symbolisme de manière générale et je trouvais intéressant de se pencher sur le symbolisme tant des organes du corps physique et du symbolisme des maladies, pardon. Parce qu'en fait, tous les petits bobos, contrariétés physiques qu'on peut avoir, ça vient vraiment du biologique et des instincts. Et ça permet de déchiffrer de manière amusante, peut-être pas quand on le vit, mais après coup, certains symptômes qu'on peut avoir. C'est juste une anecdote que j'avais envie de raconter parce que je trouvais ça amusant. C'est l'histoire d'une femme qui, chaque fois que sa belle-mère venait chez elle et son mari, elle faisait des cystites. Elle s'était rendue compte de ça. Bon, les mots en it, c'est les inflammations, irritations. Et à la base, en fait, pourquoi elle réagissait, pourquoi elle avait ces cystites? C'est parce qu'elle était en colère contre sa belle-mère qui venait dans sa cuisine. Et pour elle, la cuisine, c'était son territoire. Normalement, un animal, il marque son territoire en pissant autour. Elle ne pouvait pas pisser autour de sa cuisine. Donc, puisqu'elle ne pouvait pas faire pipi, elle se faisait des cystites. Et quand elle a compris que c'était ça, elle a pu enfin dire à sa belle-mère qu'elle préférait rester seule dans sa cuisine et que la belle-mère reste au salon. Et elle n'a plus jamais eu de cystite. Moi, je trouve génial à partir de comme le corps s'exprime, c'est des choses très concrètes. Et quand tu comprends le symbolisme du corps de cette manière-là, ben, c'est amusant et c'est libérateur en même temps. Complètement, bah oui. Et puis savoir comment ça fonctionne pour voir quelle est l'invitation de la colère, bah, c'est pas de mettre de claque à sa belle-mère, c'est d'exprimer son besoin, c'est tout. Et à partir de là, tout rentre dans l'ordre. C'est ce que le corps lui disait. Il lui disait, puisque tu ne peux pas faire pipi autour de ta cuisine, bah, dis-lui que tu ne veux pas qu'elle rentre. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant, d'où la colère. Et donc, quand on sait le mode d'emploi et les messages de chaque émotion, bah, ça devient drôle, ça devient un jeu. Tout à fait. Bonsoir Colette. Alors, on avait une question aussi parce que par rapport à la diffusion des émissions en direct, pour que vous puissiez participer, vous qui êtes présent là maintenant, quel serait le jour ou les heures qui vous conviennent le mieux pour pouvoir être présent dans l'émission et poser vos questions en direct? Pour les Européens, parce qu'au Québec, on n'a pas tout à fait le même horaire, mais on essaiera d'en tenir compte. Ouais, si vous pouvez nous dire ça dans le chat, comme ça, on essaiera de se caler pour la prochaine fois sur le meilleur horaire pour vous et pour nous. Ok, alors attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais pas si on a répondu Vous pouvez nous dire aussi si, par rapport à cette question, comment écouter ses vrais besoins, vous avez eu des réponses, des choses concrètes qui répondent complètement, en fait, ou qui vous donnent des pistes suffisantes pour aujourd'hui. Alors, je peux peut-être en afficher, moi. Ouais, c'est ça. Merci, voilà. Nathalie. Merci, Nathalie. Bon, de toute façon, s'il y a des questions qui sont posées après coup, puisqu'il y a la possibilité de laisser des commentaires, éventuellement en fonction des questions qui sont posées, on peut tout à fait imaginer de refaire un live où on démarre avec les questions. Ouais.
Et d'ailleurs, si vous avez des questions précises aussi, n'hésitez pas à les mettre, même si vous regardez en replay, dans les commentaires, puisque on refera des émissions ensemble, Claire, et Ah oui, avec moi plaisir. j'ai une préférence pour répondre à des choses qui vous concernent, qui vous intéressent. Donc voilà, des choses concrètes de la vie ordinaire. Il y a la théorie et la pratique, mais oui. Donc l'idéal, c'est d'associer les deux. Ouais. Prouver la théorie par la pratique. Et puis si on ne sait pas comment faire, soit de se mettre encore plus à l'écoute de soi, ou aujourd'hui il y a tous ces livres, toutes ces vidéos, tous ces thérapeutes, consulter, se faire accompagner pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et devenir autonome, quoi. C'est ça le but, hein. Ah, merci Juliette. Donc 18h30, c'est bien. Merci Juliette. Alors, c'est parfait. Ok. Bon, Claire, le mot de la fin, une conclusion. Est-ce que tu voulais dire Voilà, autre chose? le mot de la fin pour moi, ce serait, la question c'est qui écoutez-vous? Alors c'est bien d'écouter plein de personnes, plein de gens, le Dalai Lama ou que sais-je, mais en dernier lieu, toujours s'écouter soi. C'est la dernière personne à écouter, c'est soi-même. Enfin, je dirais même c'est la première et la dernière, mais on a tendance à prendre des opinions autour de soi. On est souverain finalement, même si on patauge dans la semoule, hein, si je puis le dire comme ça, parfois, ça nous arrive tous, eh bien, on est légitime à s'écouter soi-même. C'est le plus important. Je crois que tu nous donnes la prochaine thématique qui va être comment avoir confiance en soi. Voilà. Ok. Bon, Leïla a dit que 18h30, c'est bien aussi. Daniel Marie, merci à vous. Et l'arthrose des genoux. Claire, la spécialiste du Les mots décodage. roses, c'est ceux qui contractent. Hein. En astrologie, c'est lié à Saturne, alors que les It, c'est plutôt Jupiter. Jupiter, c'est l'inflammation et Saturne, c'est la contraction. Donc, c'était quoi la question? L'arthrose des genoux. Genoux, c'est je et nous. C'est lié à la relation. Les genoux, c'est ce qui nous permet de nous mettre à genoux, c'est-à-dire de plier. Soit ça peut être parce qu'on refuse de plier, ou soit parce qu'on plie trop. Mais bon, voilà, c'est juste des pistes hein, par rapport à ça. Ouais. Ça, c'est une généralité. On peut Oui, pas. après, il faut voir le cas concret. Quand est-ce que le symptôme peut-être arrive, dans quelles circonstances, quand tu es avec qui, quand tu fais quoi. Tout ça, ça vient donner des indications aussi. Mais Daniel parle, ou Marie, Daniel Marie, parle à tes genoux. Demande-leur pourquoi, ce qu'ils aimeraient, ce dont ils auraient besoin. Et fais l'expérience, tu n'attends rien en particulier, tu poses la question, tu verras. C'est très intéressant. Ok. Eh bien, Colette est d'accord. Ah, alors voilà, parfait. Ok, génial. Eh ben, merci à tous et merci Claire pour tes éclairages, Merci à comme toi. ton nom l'indique. Et puis, tu m'avais parlé aussi d'astrologie. C'est intéressant ce que tu disais, de faire le rapprochement entre les planètes, ce qu'elles viennent t'indiquer, et les symptômes du corps ou les organes du corps. Parce que tu as l'air d'avoir pas mal de connaissances quand même par rapport à ça. Tu me disais que tu n'étais pas spécialiste, mais que tu connais quand même un peu. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est qu'en fait, tu ne pouvais pas être médecin au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance si tu n'étais pas astrologue. Tu devais maîtriser l'astrologie pour être médecin parce que chaque organe lié à chaque planète, les herbes médicinales attribuées aux planètes, il y a des heures pour prendre des médications liées aux planètes, il y a des jours liés aux planètes, etc. Donc, il fallait être astrologue pour être médecin. Mais c'est passionnant, oui, aussi. La seule médecine qui reste en lien avec la nature aujourd'hui, c'est la médecine chinoise. Oui. Je ne sais pas si elle tient compte de l'astrologie, mais en tout cas des heures, des saisons. Oui, il y a aussi. Oh, l'astrologie chinoise, c'est 144 étoiles principales. Nous, on n'en a que 10. Hein. J'ai essayé d'en faire, j'ai renoncé parce que c'est 144 étoiles. Waouh. Oui, ils sont costauds. Hein. Il faut un boulier chinois pour le faire, je crois. Ouais.
Bon, OK. Ben, merci à tous et puis bonne fin de journée et si vous regardez cette émission en replay, n'hésitez pas à continuer à communiquer dans les commentaires et puis à très bientôt pour une autre émission. À très bientôt, avec plaisir. Merci à toi, Coralie, Ben, avec grand plaisir, c'était une joie. pour moi aussi. Merci Au revoir. et au revoir.